Bonjour à tous, chers élèves de première. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière partie de notre chapitre consacré à la mise en œuvre du projet républicain, H5. Alors, après avoir vu les débuts très difficiles de la Troisième République, nous avons vu qu'elle avait finalement réussi à s'enraciner en France, notamment autour de grandes lois, à partir de 1879. Dans cette dernière partie, nous allons voir que cette Troisième République rencontre néanmoins d'importantes oppositions et parfois même doit traverser des crises qui remettent en question certaines de ses valeurs. Ces oppositions sont d'autant plus fortes qu'elle a attribué la liberté d'expression. On étudiera donc les limites de ce qu'on appelle le consensus républicain, c'est-à-dire les limites à l'adhésion républicaine d'une partie des Français. Alors pour commencer, nous allons étudier la montée de l'antiparlementarisme. Alors c'est un mot qui paraît complexe, ça ne l'est pas en réalité. C'est le fait qu'une partie des Français se déclare hostile au régime parlementaire instauré par la Troisième République, et ce qui va nous emmener à la crise boulangiste. Vous allez tout de suite comprendre, la crise boulangiste vient du nom d'un général qui s'appelle le général Boulanger. Alors, nous sommes donc au milieu des années 1880, et une partie des Français se révèle très hostile au régime parlementaire de la Troisième République. Donc, tout d'abord, nous sommes en situation de crise économique. Comme souvent, vous le savez, quand les tensions sont exacerbées, c'est qu'il y a une situation de crise économique. Donc, les Français qui connaissent de graves soucis financiers sont alors très enclins à critiquer les hommes politiques qui sont accusés par certains d'être de bourgeois fortunés. En parallèle de cette crise économique, au cours des années 1880, la presse française va révéler de nombreux scandales politico-financiers, c'est-à-dire que des hommes politiques sont impliqués dans des affaires de corruption financière, ce qui va encore plus exacerber la haine de certains Français à l'égard des hommes politiques et va donc discréditer la Troisième République. Alors là, je vous donne un exemple de scandale politique que connaît cette Troisième République. Nous sommes en 1887. Henriette Boissier, ancienne prostituée d'une maison close parisienne, rentre dans un commissariat parisien. Elle est alors nourrie par une haine profonde à l'égard de ses deux anciennes mères maquerelles qui tenaient la maison close et décide de dire à la police que dans cette maison close où elle travaillait en tant que prostituée, il n'y avait pas simplement des passes. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Elle dénonce et elle dit que dans cette maison close, sous couvert des deux mères maquerelles, des hommes politiques se rencontrent avec de grands personnages fortunés, notamment des chefs d'entreprise, et font diverses affaires. La police parisienne se décide alors à enquêter sur ce qu'il se passe au sein de cette maison close, et alors là, le scandale éclate. On apprend que ce monsieur que vous avez juste ici, qui est Daniel Wilson, un député de la Troisième République, et en plus d'être député de la Troisième République, il est également marié à la fille de Jules Grévy. On en a déjà parlé de cet homme qui est alors président de la République. Donc ce monsieur, Daniel Wilson, se rend très régulièrement au sein de cette maison close pour négocier des pots de vin, c'est-à-dire donc de l'argent sous la table auprès de grands hommes d'affaires qui doivent alors lui reverser de l'argent en échange de quoi il délivre des décorations, c'est-à-dire par exemple la Légion d'honneur. À titre informatif, à l'époque, une Légion d'honneur vendue par M. Wilson se négocie entre 25 et 100 000 francs. L'affaire éclate, tous les journaux en parlent, on parle alors de scandale des décorations, d'affaires des décorations. Et dans cette situation, notre président, Jules Grévy, est obligé de démissionner à la fin de l'année 1887, puisque son gendre est directement impliqué. À savoir que ce gendre, notamment, qui se livre à cette corruption, a été auparavant sous-secrétaire des finances de la France sous la Troisième République. Vous comprenez donc que ces scandales politiques, ces affaires de corruption, dans un contexte de crise économique, génèrent chez une partie des Français un fort mécontentement à l'égard des hommes politiques. À tout cela s'ajoute en plus l'idée, pour beaucoup de Français, que la Troisième République ne prépare pas suffisamment la revanche contre l'Allemagne. Une partie des Français souhaite véritablement que la Troisième République déclare à nouveau la guerre
à l'Allemagne pour récupérer notamment une partie du territoire, c'est-à-dire l'Alsace et un bout de la Lorraine. Dans ce contexte de fort mécontentement d'une partie des Français à l'égard du régime parlementaire de la Troisième République, un général, alors ministre de la Guerre, cet homme, le général Boulanger, devient très populaire, notamment parce qu'il condamne fortement le fait que cette Troisième République ne se donne pas les moyens d'enclencher la revanche sur l'Allemagne. Il est donc ministre de la Guerre et il va parvenir à rassembler tous les mécontents du régime parlementaire. On va appeler du coup ces partisans les boulangistes. Ces partisans boulangistes sont de droite comme de gauche. On va vraiment sur un panel allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Boulanger perd son ministère, il n'est plus alors ministre de la Guerre, mais après cela élu député, et ses partisans réclament qu'il fasse un coup d'État. Alors l'objectif de ces partisans boulangistes n'est pas nécessairement de mettre fin à la République. Ils souhaitent tout d'abord donc enclencher la revanche face à l'Allemagne, et surtout ils souhaitent que les institutions de notre Troisième République, la Constitution, soient modifiées pour instaurer un régime dans lequel le pouvoir de l'exécutif aurait davantage de poids, c'est-à-dire le pouvoir du président. La possibilité de l'organisation d'un coup d'État par le général Boulanger arrive alors aux oreilles des républicains qui parviennent à mettre la pression sur Boulanger, sur le général Boulanger, qui préfère renoncer et s'exiler. Donc en 1889, il en est fini de la crise boulangiste, la République est parvenue à étouffer cette crise. Néanmoins, les partisans du boulangisme ne disparaissent pas pour autant, et en fait, ça va nourrir un nouveau mouvement en France qu'on appelle le mouvement nationaliste d'extrême droite. Alors attention, on avait déjà parlé de nationalité auparavant. Ici, on va distinguer cette notion de nationalisme par rapport au patriotisme. À l'époque, ce nationalisme, c'est une doctrine qui exalte la supériorité de la nation française, des Français, mais dans une logique biologique, c'est-à-dire que les ennemis deviennent alors les étrangers et les juifs. À l'inverse du patriotisme républicain, qui pour le coup définit la nation comme un ensemble de citoyens, sans faire de différence avec les étrangers, etc. De fait, on va véritablement avoir la constitution d'une extrême droite nationaliste qui ne va cesser de se développer en France à partir de la fin des années 1880 jusqu'à véritablement exploser à partir de 1894 dans ce que l'on appelle l'affaire Dreyfus. Tout commence rue de Lille à Paris, à l'ambassade d'Allemagne. Et voici Madame Bastian, la femme de ménage de l'ambassade. En fait, Madame Bastian est membre du service français de contre-espionnage. Chaque jour, elle fait mine de vider les poubelles et en rapporte en fait le contenu au commandant Henri. Et en ce jour de septembre 1894, elle trouve dans la poubelle une lettre qu'on appellera désormais le bordereau, une lettre déchirée en 6 grands morceaux, non signée et non datée, adressée à l'attaché militaire allemand en poste à l'ambassade d'Allemagne, Max von Schwarzkoppen. Le bordereau fait état de documents militaires confidentiels français qui doivent être transmis à une puissance étrangère. Le ministre de la Guerre ordonne une enquête et très vite, un coupable idéal est identifié. C'est le capitaine Alfred Dreyfus. Il est à l'état-major de l'armée, il a donc accès à des documents importants. Il est alsacien, parle donc allemand, ce qui lui permet d'échanger facilement avec l'ennemi, et surtout, il est juif. Or, si en cette fin du XIXe siècle, encore sous le choc de l'humiliation de la perte de l'Alsace et la Lorraine, la France fait face à une très forte montée du nationalisme, elle affronte aussi un violent déchaînement d'antisémitisme. Le capitaine Dreyfus nie fermement, mais l'armée ne veut rien entendre. Une machine implacable se met alors en route. Comment résumer l'incroyable succession de mensonges, de faux en écriture, d'allégations erronées, de détournements d'enquête et de violations du droit de la part de l'armée et des tribunaux militaires? L'écriture de Dreyfus ne correspond en aucune manière à celle du bordereau? Qu'importe, un soi-disant expert développe la théorie de l'auto-forgerie. Dreyfus a inventé cette nouvelle écriture. Arrêté le 15 octobre, Dreyfus refuse d'avouer. On lui pose un revolver sur la table pour qu'il se suicide. Il n'en fait rien. Il est alors inculpé d'intelligence avec l'ennemi et incarcéré dans le secret total. Fin octobre, un journal antisémite, La Libre Parole,
révèle l'affaire et se déchaîne contre Dreyfus. C'est le début d'une campagne antisémite qui va se propager à travers toute la France. Le procès de Dreyfus a alors lieu, tout du moins un semblant de procès puisqu'il est à charge. Dreyfus est alors condamné à la déportation à vie, au bagne et à la dégradation, c'est-à-dire à la perte de tous ses grades militaires. D'ailleurs, ici, je vous ai mis une illustration donc, qui illustre cette dégradation. Elle va se faire de façon très humiliante, c'est-à-dire qu'il sera mis dans la cour de l'école militaire française, entouré par 4000 hommes. On va lui retirer tous ses insignes les uns après les autres. Dreyfus part alors sur l'île du Diable, c'est une toute petite île au nord de la Guyane française où il est condamné au bagne. Son état de santé va très rapidement se dégrader, il est très mal nourri notamment. Alors que Dreyfus est toujours au bagne et que sa famille clame son innocence, notamment son frère Mathieu Dreyfus qui s'investit pleinement pour qu'une révision du procès soit organisée, en 1896, un nouveau lieutenant, le lieutenant-colonel Picard, arrive à la tête des services du renseignement français. Vous l'avez juste ici. Il arrive à la tête du renseignement français et très très vite, il va se poser des questions concernant cette affaire Dreyfus, remettant quelque peu en question ce jugement. Il va alors demander à ce que tous les papiers trouvés par le biais des espions lui arrivent directement à lui. Et là, il va recevoir un papier très étrange dans lequel un officier allemand dit qu'un homme nommé Esterhazy, cet homme-ci, un officier français, militaire français, doit cesser de travailler pour l'Allemagne car il ne livre pas assez d'informations. Picard se questionne alors, se renseigne sur cet homme et se rend compte que cet homme est très endetté, notamment à cause du jeu, et il cherche dès lors des mots écrits par Esterhazy. Il compare très vite l'écriture d'Esterhazy et ce fameux papier, ce fameux bordereau qui a fait condamner Alfred Dreyfus 2 ans plus tôt. Et là, les écritures sont les mêmes. Picard comprend dès lors que Dreyfus est innocent et que le vrai coupable est Esterhazy. Et là, cet homme dont vous avez entendu parler dans la vidéo, le commandant Henri, qui recevait de fait toutes les preuves trouvées par les espions, etc., et qui avait lui-même récupéré le bordereau qui accusait Dreyfus, va, comme par magie, donner tout un tas de nouvelles preuves qui condamnent fermement Alfred Dreyfus. Dreyfus est bel et bien le coupable, c'est lui l'espion au service de l'Allemagne. C'est lui le traître. Alors, à savoir, il est ami avec Esterhazy notamment. On ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'il a donné ces preuves. Évidemment, ces preuves sont fausses. Il les a lui-même rédigées. Il y a plusieurs hypothèses à cela. Potentiellement, il ne souhaitait pas que l'armée soit discréditée. En tout cas, on ne sait pas véritablement. Du coup, toutes ces preuves condamnent à nouveau Dreyfus. Esterhazy a un semblant de procès quand même parce que Picard s'acharne véritablement. Il s'acharne tellement qu'il va un jour dans l'école militaire croiser le commandant Henri et qu'ils vont en venir aux mains. Donc il s'acharne, Esterhazy a un semblant de procès à nouveau, mais là, contrairement à Dreyfus, lui n'est pas du tout condamné. Et sentant néanmoins le vent souffler, il part s'exiler au Royaume-Uni où il va finir sa vie dans de beaux jours. Alors que Dreyfus est en train de mourir à petit feu au bagne. Le colonel Picard, qui est persuadé de l'innocence de Dreyfus, et se bat pour qu'Esterhazy, le vrai coupable, soit fait, soit en réalité emprisonné, va très vite avoir des remontrances de la part de ses supérieurs hiérarchiques au sein de l'armée. C'est-à-dire qu'on va très rapidement lui dire de se calmer, de cesser de remettre en question la décision du tribunal militaire. Pourquoi l'armée refuse ? Dreyfus, c'est le coupable idéal, et surtout, revenir sur un jugement prononcé par un tribunal militaire serait en réalité remettre en question l'armée en elle-même, ce que l'armée refuse. Picard va donc être muté au fin fond de la Tunisie. Pendant ce temps, la famille de Dreyfus continue de se battre pour défendre Alfred Dreyfus. Et ils sont soutenus dans leurs actions par différents personnages, des hommes politiques comme Léon Blum par exemple, mais aussi de grandes figures populaires, et notamment
Émile Zola, écrivain extrêmement lu à cette époque. Zola va alors publier un texte dont je vais vous passer juste après quelques extraits, qui est resté très célèbre, notamment parce qu'il utilise l'anaphore du j'accuse, qui revient régulièrement. Donc il publie ce texte dans l'Aurore, et dans lequel il va condamner un à un les militaires qui ont menti, les militaires qui ont réalisé des faux, les militaires qui savaient que Dreyfus était innocent. Il va tout dénoncer dans cette lettre au président de la République. Je vous laisse avec un petit extrait de ce J'accuse d'Émile Zola. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billon d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Pour cette prise de position, Émile Zola sera d'ailleurs condamné à 1 année de prison. Dans le même temps, la société française va totalement se diviser en 2 camps. D'un côté, les Dreyfusards qui défendent Dreyfus, proclament son innocence et souhaitent la révision du procès, quitte à ébranler l'image de l'armée française. Et de l'autre côté, ce que l'on appelle les anti-Dreyfusards, qui eux sont pour une grande partie antisémites et pour qui Dreyfus est bel et bien le coupable, et on ne reviendra pas sur ce procès. Ici, je vous ai mis une petite caricature qui a été publiée dans le journal Le Figaro, qui existe toujours en 1898, donc suite notamment au J'accuse de Zola, où on voit donc une réunion de famille, un classique. Surtout, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus. Puis après, vous voyez cette réunion de famille qui finit très mal, avec des tables renversées et une bagarre. Ils en ont parlé en légende. En 1899, dans ce contexte de division de la société française, et alors même que Dreyfus croupit toujours au bagne, un nouveau document parvient à modifier la donne et à entraîner la révision du procès de Dreyfus. En effet, on découvre qu'en fait, les preuves apportées par Henri lorsque le lieutenant Picard avait souligné le fait qu'en réalité Dreyfus était innocent et que le vrai coupable était Esterhazy, sont des faux et que Henri les a lui-même réalisés. Le tribunal militaire revient donc sur le procès, réorganise un procès et là, contre toute attente, Dreyfus n'est pas reconnu comme innocent. En fait, on va cette fois le condamner à la prison, alors même que tout accuse Esterhazy. Il faudra finalement attendre quelques mois pour que le gouvernement français, et en réalité Félix Faure, le président, décide de pleinement gracier Alfred Dreyfus. Mais l'armée ne reviendra sur tout cela qu'en 1906 en réhabilitant Dreyfus et en lui faisant réintégrer l'armée. En parallèle, le colonel Henry, qui est donc accusé de trahison puisqu'il a réalisé des faux pour faire condamner Dreyfus innocent, je vous rappelle, lui se suicide en prison. Cette affaire, qui a donc duré 12 années, rendez-vous bien compte, 12 années c'est énorme, a totalement ébranlé notre Troisième République en révélant notamment qu'une grande partie des Français étaient profondément antisémites et surtout en remettant en question les valeurs voulues par notre République française, c'est-à-dire notamment la valeur d'égalité, mais également le respect des droits de l'homme qui, ici, n'ont absolument pas été respectés, puisque Dreyfus, innocent, a été condamné au bagne pendant des années. Enfin, la dernière opposition violente que doit supporter la Troisième République est liée au mouvement ouvrier et plus spécifiquement au mouvement anarchiste. L'anarchisme, c'est un courant révolutionnaire qui s'oppose à toute forme d'autorité. Alors tout d'abord, pour une grande partie des ouvriers, cette République, cette Troisième République, n'est finalement qu'un simple régime de bourgeois privilégiés avec des élus extrêmement riches qui laissent de côté les ouvriers sans réellement mettre en place de lois sociales pour les défendre. Ils ne trouvent plus de réelle union à ce moment-là, car la commune a été écrasée notamment. Ils vont finalement réussir à se souder autour de différents partis politiques, notamment autour du socialisme à la fin du XIXe siècle, mais aussi grâce à la création de syndicats, parfois révolutionnaires, notamment la CGT, et vous avez entendu mon chat, désolé, notamment la CGT qui va du coup être créée en 1895 afin de défendre les droits des ouvriers. Alors, après, on a une forme d'opposition beaucoup plus violente,
ça va être celle qui est menée par les anarchistes, qui refusent donc toute forme d'autorité. Alors l'anarchisme, qui est aujourd'hui un courant très minoritaire en France, à cette époque, est assez important. À la fin du 19e siècle, on va avoir tout un courant anarchiste qui va se former. Certains des anarchistes sombrent progressivement vers une forme de terrorisme et considèrent que pour répondre aux atteintes réalisées par le gouvernement contre les ouvriers, il faut réagir par la violence. Et la France est ébranlée entre 1892 et 1894 par une série d'attentats menés par des anarchistes, notamment des attentats à la bombe. En 1894, un attentat mené par un jeune anarchiste italien âgé de 20 ans va entraîner la mort du président de la République, Sadi Carnot, en 1894. C'est-à-dire que Sadi Carnot sort d'un banquet organisé en son honneur à Lyon et en pleine rue, ce jeune anarchiste le poignarde. Le gouvernement, alors très inquiet de la montée en puissance du... Ce gouvernement très inquiet de la montée en puissance de l'anarchisme décide alors dès 1894, suite à la mort de Sadi Carnot, d'instaurer une loi qui interdit la publication de tous journaux anarchistes. Une forme de limitation de la liberté d'expression, évidemment. Voilà, nous avons donc terminé ce chapitre désormais. Normalement, vous êtes au point sur la mise en œuvre du projet républicain sous la Troisième République et nous allons pouvoir, dès lors, attaquer le H6 semaine prochaine. Comme vous vous doutez, il fait nuit chez moi, donc bonne nuit à tous, sinon bonne journée.